Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. La plaquette de l'œuf est passée de 2200 à 2500 francs chez les grossistes. L'Ivoirien lambda doit désormais débourser jusqu'à 3000 francs CFA pour une plaquette d'œuf. Une augmentation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous irons dans quelques marchés d'Abidjan. Le Mali et le Burkina Faso vers une alliance plus durable. Ces deux pays fortement minés par le terrorisme réfléchissent à une synergie d'action pour lutter efficacement contre les violences. Ils entendent conjuguer les efforts avec d'autres pays de la sous-région. Le Premier ministre malien est reparti de Ouagadougou après l'ouverture du FESPACO samedi dernier. Voilà pour le sommaire. Vous êtes à la bonne adresse pour une info de qualité. Le prix de l'œuf a considérablement augmenté ces derniers mois. De 2200, la plaquette est désormais à 2500 francs chez les grossistes qui la revendent à 3000 francs sur le marché. Conséquence directe sur le prix d'un œuf qui est aujourd'hui de 150 francs. Sans surprise, les clients se plaignent de cette hausse exagérée. Justement, quelles en sont les raisons et quel est l'impact de cette augmentation sur la chaîne d'approvisionnement en œufs? Le constat de nos équipes commenté par Joël Gosset. L'augmentation du prix des denrées alimentaires n'est plus un secret de polichinelle ces dernières années. Une hausse des prix qui affecte considérablement le marché des œufs. Rami Diomandé, une détaillante au grand marché de Cocody-Saint-Jean, a du mal à écouler ses œufs qui lui causent d'énormes pertes. Angoissée, elle nous livre son vécu quotidien. Affaire de œufs, là, ça nous fatigue. Parce qu'au début, de la manière on prenait, maintenant, c'est plus la même chose. C'est devenu très cher. En plus de ça, quand tu prends le carton que tu ramènes là, tu trouves au moins 10 cassés, 20 cassés. Il y a d'autres qui sont pourris. Si on en 9 dedans là, nous-mêmes on vend combien? On gagne combien? Avant comme ça, bon, nous quand on dit on vend en gros comme ça, là, des fois on vendait à 2200. Mais où il était pas, ça est devenu 3000, 3500. Estelle Boyi, une cliente de Rami, ne pourra pas acheter les plaquettes d'œufs de sa mère parce que surprise de l'augmentation du coût. Avant, j'achetais ça à 2200. Aujourd'hui, je suis venue trouver 3000. Pourtant, maman m'a donné uniquement 2200, 2200. Donc, c'est trop cher. Donc, il a lui dit à maman, elle a complété, c'est pas ça, c'est qu'on va laisser. Autre commune, autre réalité. Selon Fatoumata Guindo, une grossiste au grand marché d'Abobo, la hausse du prix des œufs est liée au coût de distribution des fermiers qui impactent la chaîne d'approvisionnement. Avant, c'était à 1800, on faisait en gros. Au plus 1800, sinon 1700, 1600. Mais maintenant, nous sommes jusqu'au-delà des 1800. C'est-à-dire 2500 en gros, les détaillants 2600, 2700. D'après les fermiers, que c'est l'augmentation des produits, du prix des produits qui fait qu'aujourd'hui, eux aussi, ils ont augmenté les œufs. Puisque eux, ils n'arrivent pas à avoir les aliments pour nourrir les poulets. Donc eux aussi, ils sont dans l'obligation d'augmenter pour qu'ils puissent avoir aussi. Donc du coup, nous aussi, on est dedans. À 50 mètres de Fatoumata Guindo, Mariam Bakayoko, vendeuse d'Atiéké, est obligée de vendre ses œufs à 150 francs CFA au lieu de 100 francs l'unité. Habituellement, les œufs, on les paye le carton à 2000. Donc quand tu vends comme ça 2000 francs le carton, tu peux te retrouver à un bénéfice de 1000 francs. Donc c'était un peu bon. Maintenant, ça a tellement augmenté qu'on est obligé de vendre ça à 150 francs. Parce que le carton va à 2800, 2700. Si tu ne vends pas ça à 150, tu ne peux même pas avoir au moins 500 francs dessus. Une augmentation qui n'est pas du goût de Mariam Doumbia, une cliente en compagnie de sa sœur aînée. Il y a ma soeur qui veut manger œuf. Je suis venue l'accompagner. D'habitude, on paye ça à 100 francs. Mais aujourd'hui, ça devient 150. C'est difficile, c'est trop. Face à la flambée du prix de l'œuf, les consommateurs espèrent la réaction des autorités compétentes pour une éventuelle réduction. Vous l'avez compris, ce reportage était plutôt commenté par Anissette Conan-Blessing. Restons aux abords des marchés pour comprendre le fonctionnement des tricycles et des brouettes. On en retrouve dans tous les marchés de Côte d'Ivoire, tenus principalement par des jeunes. Ces moyens de transport de marchandises sont d'une importance capitale pour les commerçants, mais aussi pour leurs clients, comme nous le montrent Justin Kwasi, Marie-Paul V et Clément Boko. Adjamé marché Gouro. C'est ici qu'Aboubacar Ba, autrefois pousseur de brouettes, exerce désormais le métier de gérant de brouettes. Ici, on donne les brouettes à location. On fait à 300 francs toute la journée. Ce matin, Sako, l'un de ses fidèles clients, vient se procurer une brouette pour son business. Pousseur de brouettes, un métier rentable. Chaque jour, si on dit 7 heures comme ça, ici, là, il vient prendre une brouette, il met travailler un peu.
Auparavant, au moins un peu sur moi, quoi. Je préfère me débrouiller. Bon, par jour, journalement, je peux avoir 5 000. 5 000 par jour, possiblement pour donner de ma famille. La présence des pousseurs de brouettes aux abords des rues et gares d'Adjamé profite aux visiteurs de ces lieux. Ils sont utiles parce que quand on descend, avec mon sac là, c'est très lourd, ce qui était à Dimbokro. Je me demandais comment je vais soulever. S'ils n'étaient pas là, je n'allais pas pouvoir prendre ça moi-même. Vous voyez ça, elle doit aller en gré. Si elle doit prendre un taxi, elle paie 4 000. Et au lieu de ça, je l'amène à la gare de Baka, elle paie 500 pour aller en gré. C'est un service. Un peu plus loin, dans la même commune, non loin du pont Ferraille, l'on trouve les tricycles. Ici, ces engins à 3 roues sont prisés par les femmes du marché. Les motos-taxis, ils nous aident. Nous, on ne monte pas dedans. On donne bagage et puis on s'est emprunté pour partir. Tout avant, là, c'était très dur. Il n'y avait pas de moto là. On ne sait pas comment on allait partir. C'est les motos là qui nous soutrent. Parce que tu vas prendre bagage, tu vas l'emprunter Bakala. Ils ne vont pas t'accepter. Et ils disent qu'ils ne prennent pas bagage. Alors que c'est les motos là, c'est eux-mêmes qui nous arrangent. Se servir des brouettes et tricycles pour les courses n'est pas sans difficulté. Donc ça crée un lot de panne à la montée là quoi. La journée est gâtée comme ça. Tu peux rester là à pousser, tu n'as pas fait exprès, tu vas gratter au moins une voiture, ça va donner problème. Bon, sinon là, tu peux même brailler de quelqu'un. Bon, donc pousser là, tu n'as pas voir la personne, là c'est un problème aussi. Cette femme, quant à elle, préfère faire ses courses en voiture. On préfère les voitures que moto taxi. Parce que voiture, c'est moins cher que moto taxi. À faire le moto taxi, ça peut nous fatiguer. Ça cause ça. On demande souvent à faire des papiers, souvent c'est mal chargé. Si tu as mis dans la voiture là, il n'y a pas ça dedans. Souvent relégués au second plan, les pousseurs de brouettes et tricycles sont d'une importance capitale pour les populations au vu de leurs prestations. Toutefois, une meilleure organisation de leurs activités leur permettra d'être plus efficaces et considérés à leur juste valeur. Forcément, mon très cher Clément Boko. Un acte de solidarité dans ce journal à Divo, dans la région du Lodjibois. La jeunesse unie de Divo dote le district de police d'un bâtiment composé de 6 bureaux et d'une salle de conférence, coût du don évalué à 10 millions de francs CFA, comme nous l'explique nous Sangaré et Bintou Pekele. Ce bâtiment de 6 bureaux et une salle de conférence est désormais la propriété du district de police de Divo. Évalué à plus de 10 millions de francs CFA, ce bâtiment est un don de la jeunesse unie de Divo, Judive. Un don pour renforcer le dispositif sécuritaire de la commune, mais surtout permettre aux policiers de la dite commune d'exercer dans de meilleures conditions. Nous avons décidé d'ouvrir ce bâtiment en guise de reconnaissance en nous veillant protecteurs de l'ordre public, afin de les aider à travailler dans des conditions de travail plus aisées. Mais aussi et surtout pour emporter une part du grand bâtisseur du Lodjibois, notre cher aîné, ministre de l'équipement routier, notre maire, le docteur Amélie Poivou. Les autorités communales se réjouissent de cet élan de solidarité et souhaitent que cet exemple fasse école. Nous nous en réjouissons et nous souhaitons que chaque fois que l'occasion sera donnée à chaque structure, à chaque entrepreneur, à chacun ici, de poser des actes de ce genre parce que les besoins sont énormes. La Judive, jeunesse unie des Divo, n'est pas à sa première action du genre. L'année dernière, elle avait doté la capitale du Lodjibois d'un foyer de jeunes. Les plus anciens se souviendront certainement de la marinière, ce style de couture de pagne en Côte d'Ivoire, très célèbre dans les années 50. Aujourd'hui, il est encore à l'ordre du jour et inspire la génération nouvelle. Une association s'est même donnée pour mission d'en faire la promotion. La présidente de la section locale, Agboville, Rubino Azaguier, a été installée ce samedi. Théodore Zouzou, Joël Gosset. Ces femmes, habillées en pagne, prennent plaisir à montrer leurs différents modèles. Elles portent des marinières à l'ivoirienne. Ces membres de l'Association nationale Belles Dames aux Marinières, un regroupement de femmes ayant en commun l'amour pour le pagne, sont venus installer la présidente de la section locale Agboville, Rubino Azaguier. Patricia Kofi s'engage à amener la jeune féminine à s'habiller décemment. Notre mission ici, c'est d'abord amener les femmes à être autonomes et poursuivre l'objectif de la présidente nationale qui est l'élégance des femmes, habillées toujours en marinière
et permettre à toutes les femmes à être autonomes et à entreprendre quelque chose. Et plus tard, ouvrir une boutique Belle Dame à Marinière. J'ai remarqué que de nos jours, les femmes habillées dans les tenues sexy et tout ça. Et en tant que couturière, nous voulons valoriser cette tenue-là et voir la femme africaine habillée dans les tenues marinières, que ce soit en robe ou en maxi. Cette valorisation du panier à travers le port de la Marinière rencontre l'adhésion des hommes et de la représentante du parrain, Pierre Ngudemba, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Les petites vestimentaires que nous voyons, ce n'est pas du tout des modèles. Ces jeunes filles avec les culottes et les pantalons jeans, ce n'est pas pour durer, c'est pas bon. Ça peut participer beaucoup au changement de mentalité, au mode de changement de nos enfants. Une femme bien vêtue est un modèle pour la société. Nos filles d'aujourd'hui vont capter l'habillement de ces femmes que nous sommes. Nous serons pour elles un modèle qui leur permettra de demain, elles aussi, s'affirmer en tant que femme africaine. Dans toutes les actions qu'elle veut mener, il y a le respect et on lui accorde beaucoup de chance. On lui fait confiance en lui attribuant le financement. L'association Belle Dame en Marinière compte installer une présidente locale dans les 31 régions du pays et sortir ses membres de l'informel. À l'origine, la marinière, aussi appelée tricot rayé, est un maillot de corps à manches longues ou courtes, en jersey, de coton à rayures horizontales étroites, bicolores, bleues et blanches. Elle a été empruntée à la marine tsariste qui avait adopté ce style vestimentaire propre aux marins et marchands de Bretagne pour se distinguer des autres marines nationales. Hors de nos frontières, la visite du Premier ministre malien Choguel Maïga au Burkina Faso s'est achevée samedi. Le Mali et le Burkina tendent vers une alliance plus durable. Ces deux pays fortement minés par le terrorisme réfléchissent à une synergie d'action pour lutter efficacement contre les violences. Par ailleurs, le Burkina et le Mali ont convenu d'approfondir la réflexion sur le projet de fédération entre eux et la Guinée, une idée qui avait été lancée par le chef du gouvernement burkinabé le 1er février lors de son déplacement dans la capitale malienne. Au Nigeria, les électeurs retiennent leur souffle à l'annonce des tout premiers résultats de la présidentielle. Le dépouillement se poursuit 2 jours après le scrutin. L'opposant Atiku Abubakar, dont c'est la 6e participation à une élection présidentielle, a appelé la commission électorale à publier les résultats au plus vite, estimant que les gouverneurs essayaient de compromettre le processus au niveau local. Quant au parti travailliste de Peter Obi, il a accusé l'INEC de refuser de faire remonter les résultats de l'État de Lagos et du Delta, évoquant les pressions du parti au pouvoir. Dans l'actualité sportive, le 7e congrès de l'AIPS s'est achevé le samedi 25 février dernier à Dakar, au Sénégal. Les journalistes africains de la presse sportive ont confié la gestion de l'organisation au Sénégalais Abdoulaye Thiam. Le congrès a enregistré la présence de 21 pays, dont la Côte d'Ivoire, représentée par l'Union nationale de la presse sportive, avec à sa tête la présidente Kati Touré. Odalegbe. Il dirigera l'Association internationale de la presse sportive section Afrique pour les 4 années à venir. En présence du ministre des Sports sénégalais, Yankoba Diatara, Abdoulaye Thiam a été élu par 19 pays à jour de leur cotisation, dont la Côte d'Ivoire sur les 21 pays inscrits. Une victoire d'Abdoulaye Thiam, c'est une victoire de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. C'est une victoire du Sénégal parce que, comme vous le savez très bien, n'eût été les autorités sénégalaises, particulièrement le président de la République, l'organisation de ce gala-là, de ce congrès ici, n'allait pas être possible. Une occasion pour le comité exécutif sortant de dresser son bilan moral et financier sous la supervision du président de l'AIPS, Gianni Merlo. Le dirigeant a profité de cette rencontre pour donner des conseils aux journalistes sportifs africains et souligner que le prochain congrès de l'AIPS se tiendra du 8 au 12 mai 2023 à Séoul, en Corée du Sud. Présente à Dakar avec une délégation de 4 journalistes, la présidente de l'Union nationale des journalistes de la presse sportive de Côte d'Ivoire, Kati Touré Kodo, s'est réjouie. Pour elle, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être absente à ce grand rendez-vous. D'abord, pour pouvoir repositionner notre union sur l'échiquier international, mais aussi en tant que journaliste dont le pays organise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'était impératif pour nous d'être ici
à Dakar pour les inciter à venir en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif principal a été donné par notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est d'organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée. Du coup, à partir de cet objectif-là, nous aussi, nos objectifs, c'est bien sûr de battre le record de participation des médias à une Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi inviter les journalistes afin qu'ils puissent venir faire un repérage avant la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr avec l'appui de nos autorités. Voilà qui est bien entendu, Madame la Présidente Kati Touré. On continue de parler de sport dans ce journal, cette fois avec mon très cher Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. La semaine démarre bien. Oui, ça démarre bien avec la victoire de la SEC surtout. On en parlera tout de suite. Mais avant, regardons cet élément que nous propose Jean-Sylvain Rissot. Après 2 premières journées infructueuses, cette fois, le 4-4-2 de Julien Chevalier a porté ses fruits. Dimanche, au stade de Yamoussoukro, la SEC a relancé sa campagne africaine en battant les Diables Noirs du Congo-Brazzaville 2-0. Lors de cette 3e journée de la Coupe CAF, les Mimos ont dominé de bout en bout la partie avec 77% de possession de balles. Cette mainmise sur la rencontre a accouché de 14 corners, 16 tirs, dont 5 cadrés. Bien que l'attaque des Mimos a balbutié en première période, sans oublier l'action de but net gâchée par Douzebo Gaye Didi en seconde période, l'entrée du jeune Sankara Karamoko a donné le sourire aux actionnaires, aux sportifs ivoiriens, suite à son but et à cette passe décisive délivrée à Kramo Aubin. Si les protégés de Maître Rougeau ont survolé les débats, cela est dû également en partie au surpassement de soi et de leur volonté de sortir de la zone de turbulence de ce groupe B. Les jaunes et noirs totalisent désormais 4 unités moins 1 et se classent 2e derrière les Rivers United du Nigeria. Un élément de Patrick Dadier que j'ai attribué à Jean-Sylvain Rissot, mais ce n'est pas bien grave. Salif, enfin une victoire pour la SEC en Coupe de la Confédération. Après les difficultés lors de la première journée et puis la défaite amère au Nigeria, je pense que c'est déjà une bonne chose. C'est bien quand la SEC Mimosa perd de critiquer, mais c'est aussi bien de les féliciter quand ils gagnent. Ils sont en forme, ils ont montré qu'ils étaient au niveau de cette compétition, de cette Coupe Confédération CAF. Encore, il faut attendre pour voir ce que les prochaines journées nous réservent parce qu'il y aura des sorties, surtout à l'extérieur. Quel va être le visage de la SEC à ce niveau-là, parce qu'on se rend compte que la SEC a des difficultés pour voyager. Il faut aujourd'hui savourer cette victoire parce qu'elle nous permet de rester en vie dans cette poule, mais en même temps, il faut préparer les prochaines sorties. Et justement, je vous relance la question, pour vous qui êtes donc spécialiste du sport et du football, sur quels aspects du jeu la SEC devrait mettre l'accent avant le 8 mars prochain? Là, on constate qu'il y a eu un sursaut d'orgueil parce qu'il y a eu beaucoup de critiques après la sortie manquée au Nigeria. Donc, les joueurs se sont remis au travail. Cette remise en cause leur permet aujourd'hui d'engranger 3 points importants. Mais il va falloir continuer à travailler sur la concrétisation des actions. On constate que la SEC, en tout cas, l'équipe est offensive. Elle a beaucoup d'occasions, beaucoup de ballons dans l'espace, mais en même temps, très souvent gâché. Donc, il va falloir travailler sur l'efficacité dans la dernière action et je pense que ça pourrait permettre à la SEC de figurer toujours au niveau du tableau de classement. Nous leur souhaitons en tout cas une très bonne chance et espérons que le 8 mars prochain, la SEC fera donc montre d'une très belle prestation au Congo lors du match au retour face aux mêmes Diables du Congo. Alors, les Diables Noirs du Congo. La 49e édition du rallye de Bandama s'est achevée dimanche dernier. Garichet et Nérolin Koma ont confirmé tout le bien que vous disiez d'eux lundi dernier. Effectivement, on ne l'avait pas prédit, mais on avait dit que cet équipage-là était en tout cas favori pour cette 49e édition. Et c'est ce qui s'est confirmé sur le terrain avec beaucoup aussi de maestria. Il faut savoir que dès le vendredi, à la place de la Fondation, et le public
avait déjà scandé le nom Gary, Gary, Gary. Donc, on s'attendait plus ou moins à une puissance de ce moteur, de l'Evo 10, de l'équipage du team fromager. Et c'est ce qui s'est concrétisé. Félicitations à cet équipage qui remporte sa 7e victoire sur ce rallye Bandama. C'est un record. C'est un rallye mythique auquel la Fédération internationale de l'automobile a participé. Très bien. Dernière question, on va nous refermer la porte de ce journal. Un mot sur Ruud Bagby qui vient de décrocher une médaille d'or. À l'Open de Slovénie, effectivement, elle a montré toute son aisance. On sait qu'elle était du côté de l'Égypte aussi pour la President Cup Afrique. Et là-bas aussi, elle avait brillé. Ça commence à monter en puissance. Je dirais que les vacances ont été beaucoup longues. Très longues. Mais on constate qu'il y a une bonne forme en tout cas. Merci beaucoup, Salif Ouattara. C'est un plaisir de vous avoir tous les lundis sur ce plateau. À lundi prochain pour d'autres actualités sportives. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous sommes au terme de ce journal. Je vous souhaite une semaine riche en couleurs. Bonsoir. Bonne soirée. Merci.